Bienvenue à ce 167e briefing. Ça commence à compter. Voilà. Alors, on vous retrouve maintenant sur notre nouvelle périodicité, c'est-à-dire les jeudis. Ça sera le cas au moins jusqu'à la fin septembre. Voilà. Donc, lundi dernier, on a eu beaucoup de succès, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de vues sur YouTube. Donc, soyez-en remerciés. C'est toujours agréable de voir un travail récompensé d'une certaine façon. Donc, continuez dans cette voie, continuez à nous suivre et à nous poser des tas de questions qui enrichissent le débat. C'est toujours très agréable. Alors, pour apporter un petit changement, c'est Igor qui va commencer aujourd'hui. Nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Et je vais commencer par évoquer la visite surprise d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Kiev hier. À l'occasion de ce déplacement, il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Tout d'abord, une nouvelle enveloppe d'aide économique d'un montant de 1 milliard de dollars octroyé par les États-Unis à l'Ukraine. Alors sur ce milliard de dollars, il y a environ 660 millions qui sont présentés comme étant destinés à des fins militaires sans qu'on en sache vraiment plus. Probablement des financements, peut-être, je sais pas, pour les salaires ou pour de l'intendance, mais plutôt orientés vers l'armée. Et d'autre part, un nouveau paquet d'aide militaire pour l'armée ukrainienne, le 46e en date, d'un montant de 175 millions de dollars. Alors, M. Blinken a fait quelques commentaires. Alors, on l'a vu manger avec M. Kouleba au McDonald's, notamment. Mais au-delà de la photo, il a évoqué, lors de ses discussions avec M. Zelensky et donc le ministre des Affaires étrangères Kouleba, la contre-offensive engagée par l'Ukraine début juin, pour laquelle il a dit constater, je cite, des progrès notables. Par ailleurs, il a été annoncé que des actifs d'hommes d'affaires russes qui ont donc été gelés par les États-Unis seraient en partie transférés à l'Ukraine en vue de dédommager les vétérans de l'armée ukrainienne. Alors là aussi, on n'a pas de chiffres sur le montant, mais la Russie a déjà réagi en évoquant un vol, a qualifié de vol, hein, ce transfert, hein, de cette confiscation. Et elle a également indiqué qu'elle réagirait avec, en tout cas qu'elle apporterait une réponse qu'elle a qualifiée de inédite à ces confiscations. Alors, sur le 46e paquet d'aide militaire, comme je l'ai dit, 175 millions de dollars, ce qui est le montant le plus bas versé cette année en termes de volume, hein. Lors du précédent briefing, je vous avais fait la rétrospective des différentes enveloppes et on voyait une tendance au tassement quand même, hein, en termes de volume de ces enveloppes. Bon, là, vous voyez, avec ce 46e paquet, ça confirme, hein, cette tendance, 175 millions. Alors, il y a quand même un élément majeur dedans, c'est que à travers ce paquet, eh bien, les Américains vont livrer à l'Ukraine des obus à l'uranium appauvri pour les chars Abrams qui devraient, enfin, dont un premier lot devrait arriver prochainement en Ukraine. C'est si bien que les Américains sont les deuxièmes après les Britanniques à livrer ce type de munitions à l'Ukraine, puisque les Britanniques l'avaient fait pour les Challenger 2. Des obus à l'uranium appauvri qui, un peu comme les obus à sous-munitions, servent un petit peu à colmater les brèches dans les stocks d'artillerie, hein, qui commencent quand même à s'épuiser, hein, au rythme des différents paquets de munitions dans lesquels ils ont été délivrés, paquets d'aide militaire dans lesquels ils ont été délivrés toute l'année, les fameux obus de 155 mm. Bon, là, évidemment, il faut combler un peu le fossé. Et d'ailleurs, on a appris que les États-Unis allaient probablement, très certainement, même prochainement, procéder à une nouvelle livraison d'obus à sous-munitions pour l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est, je dirais, la donnée principale dans ce paquet d'aide militaire. Après, pour le reste, on trouve des choses assez désormais classiques, hein, principalement des munitions d'artillerie, des missiles anti-tanks, des missiles pour les systèmes anti-aériens patriotes, enfin des choses que l'on a déjà vues, mais en tout cas rien qui soit de nature à inverser la dynamique sur le champ de bataille. Deuxième élément, c'est l'actualité autour des céréales, puisque
Lorsqu'on s'était, lors du précédent briefing qui avait lieu lundi, eh bien, les présidents Erdogan et Poutine étaient en train de terminer leur réunion, où la conférence de presse se terminait. Donc, on n'était pas en mesure de vous livrer une analyse de cette rencontre. Bon, entre-temps, vous avez déjà dû entendre parler, mais de manière assez synthétique. Euh, L'accord sur les céréales n'a pas été reconduit à Sochi à l'issue de la rencontre entre les deux présidents, ce qui en soi n'est pas une surprise, puisque le contexte qui prévalait lorsque la Russie a décidé de se retirer de l'accord il y a en juillet, eh bien, n'a pas sensiblement évolué. Les conditions mises sur la table par la Russie pour un retour dans l'accord n'ont pas été satisfaites ni par les Américains ni par les Européens. La Turquie fait de son mieux ou essaie de faire de son mieux pour au minimum faire la navette entre les Russes, l'ONU, les Ukrainiens, les Américains, les Européens pour essayer de trouver un arrangement, mais ça ne peut pas aller au-delà. Ce n'est pas à la Turquie de pouvoir reswifter la banque russe, ce n'est pas à la Turquie qui va faire lever les sanctions sur tel ou tel homme d'affaires ou tel stock d'engrais. Donc tout ceci, évidemment, qui faisait partie des conditions posées par la Russie, tout ceci n'a pas été satisfait. Donc la Russie n'a pas jugé nécessaire de revenir dans l'accord. La seule annonce en lien avec les céréales qui a été faite, eh bien, c'est ce million de tonnes de céréales russes qui va partir à prix avantageux en Turquie, où il sera transformé en farine et redistribué, réexporté par la Turquie vers des clients. Le Qatar est associé à l'initiative, probablement qu'il a vocation à jouer un rôle à jouer en termes de circuit financier pour les paiements. On n'en sait pas beaucoup plus. En revanche, à côté du sujet des céréales, eh bien, les deux hommes ont évoqué toute une série de sujets, de la relation bilatérale, la relation économique, la question des finances. À cet égard, je relève de la présence dans la délégation turque du gouverneur de la Banque centrale de Turquie, Madame Nabiulina était à Sochi, donc il y a eu des pourparlers entre les deux, très certainement en lien avec les mécanismes de paiement en devises nationales pour éviter l'euro et le dollar et donc se prémunir contre de potentielles sanctions. Je relève également la présence dans la euh, délégation turque du chef de la coopération pour la coopération militaro-technique. Il y avait son homologue russe qui était présent également à Sochi, donc il y a dû avoir des pourparlers sur des dossiers afférents. Il a également été question d'énergie, puisque Gazprom a remis à cette occasion aux représentants de Botas, qui est l'opérateur gazier turc, une feuille de route pour la création du fameux hub gazier en Turquie dont il est question depuis que M. Poutine a évoqué ce sujet à l'automne dernier. La question de la feuille de route, en réalité, cette feuille de route est élaborée de part et d'autre, parce qu'il y a deux projets un petit peu qui sont en train d'être évalués, puis après ils vont confronter les projets et voir en gros sur quoi ils s'entendent, a été mise en route, cette feuille de route, depuis cet hiver. Simplement, il y a eu des retards parce qu'il y a eu l'échéance électorale en Turquie, enfin, certains projets ont pris un petit peu des retards, mais il est donc toujours évidemment sur la table. Et il a également été question d'atomes civils. Le combustible nucléaire a été chargé à Akuyu, donc la première centrale turque que la Russie est en train de construire sur place. Et, ce combustible a été chargé récemment et manifestement, le site pourrait connaître une première mise en route en 2024. Donc les choses avancent aussi de ce côté-là. Troisième thème que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est les rumeurs concernant une prochaine visite de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, en Russie. C'est une information évoquée par le New York Times dans son édition de lundi, qui donc affirme que le dirigeant nord-coréen pourrait se rendre en Russie, plus précisément à Vladivostok, à l'occasion du Forum économique oriental, qui va s'y tenir du 10 au 13 septembre, et qu'il pourrait donc rencontrer Vladimir Poutine en marge de ce forum. Alors, Monsieur Kim Jong-un s'était déjà rendu dans le cadre de ce forum en Russie en 2019, et ça reste sa seule visite jusqu'à sa dernière visite en Russie, celle qui date de 2019. Alors, il y a beaucoup de rumeurs sur évidemment de quoi vont parler les deux hommes, quel sera l'objet de la rencontre, surtout que ce déplacement, s'il se réalise, s'inscrira je dirais, dans la continuité d'un autre déplacement, celui de Sergei Shoigu fin juillet en Corée du Nord. Je vous en avais parlé lors d'une précédente séance. Euh, A priori, il est raisonnable de penser qu'un des enjeux des discussions, en tout cas, portera sur l'éventuelle contribution des stocks d'armement nord-coréens à la campagne russe en Ukraine.
Il y a déjà un certain nombre d'éléments qui semblent indiquer que sur le champ de bataille, on trouve déjà du matériel nord-coréen utilisé par la Russie. La question, c'est de savoir si on passe à la vitesse supérieure et si on peut puiser dans des stocks plus importants pour donc alimenter les troupes russes. Voilà. Donc, c'est les trois principales informations que j'avais aujourd'hui, Gilles, et je te rends la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant. On a plusieurs questions sur le changement de ministre de la Défense en Ukraine. Et notamment, alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas? Est-ce que c'est déstabilisant ou non? Mais c'est surtout sur la personnalité du nouveau ministre, qui est donc un Tatar de Crimée, ethnique, et ce qui pose aussi déjà une question, est-ce que c'est en dehors des capacités de ce ministre, est-ce que c'est aussi un choix politique fort, un message adressé à la population criméenne au-delà de ça? Et la question est également, quelles étaient les relations justement de la communauté tatar avant 2014, donc à l'époque où la Crimée était donc en relation avec l'État ukrainien. Alors, sur ce changement, effectivement, quand même important dans le dispositif ministériel ukrainien, tout d'abord, départ de Reznikov, je vous en avais parlé, je crois, il y a 15 jours, et vous faisiez part de rumeurs assez persistantes concernant son départ imminent. Bon, bah, ça s'est réalisé. Cela dit, c'était des rumeurs qui existaient depuis au moins cet hiver, si ce n'est pas avant. Officiellement, donc Reznikov cède le portefeuille ministre de la Défense pour prendre le poste d'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne, hein, puisque M. Zelensky a débarqué le précédent ambassadeur il y a un mois de ça, si je ne me trompe pas, en raison de ces déclarations qui ont été jugées malvenues, hein, puisque je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais il a été donc renvoyé. Monsieur Reznikov, donc, prend ce poste-là, il part dans un contexte où on l'accuse d'être à la tête de schémas de corruption, etc. Bref, tout ça s'inscrit aussi dans ce que les Ukrainiens présentent être comme une lutte contre la corruption, avec l'arrestation de Kolomoïski la semaine dernière, le renvoi donc de Reznikov. Mais bon, renvoyer à un poste d'ambassadeur, si jamais il est vraiment compromis dans des affaires de corruption, c'est pas non plus, comment dirais-je, une sanction énormissime. Et tout ceci arrive évidemment sur fond de visite imminente de Blinken. Donc là aussi, on peut imaginer qu'il y avait des éléments de contexte à prendre en compte. Alors Oumarov, lui, effectivement, c'est un Tatar de Crimée. C'est quelqu'un qui a une génération en dessous, hein, par rapport à Reznikov, il est un peu plus jeune quand même. Il est connu pour avoir de bonnes connexions avec la Turquie, avec les Turcs, pas seulement parce qu'il est ethniquement tatar de Crimée, hein, ça va au-delà de ça bien entendu, mais parce qu'il a travaillé pour un opérateur de téléphonie mobile qui est détenu par un opérateur téléphonique turc majeur. Il a dirigé donc la filiale de cet opérateur en Ukraine, si je ne me trompe pas, et ça lui a donné de bonnes connexions avec disons, à travers cet opérateur-là et ses fonctions avec les Turcs. Donc là aussi, évidemment que c'est pas inintéressant pour l'Ukraine de densifier ses liens avec la Turquie. Je rappelle que la Turquie continue de livrer occasionnellement des drones à l'Ukraine, qu'elle continue de construire un lot de corvettes pour la marine ukrainienne, qu'il y a des choses qui sont censées également se faire en matière de business. Donc bon, ça va permettre de densifier un peu la relation, me semble-t-il, de ce côté-là. Les mauvaises langues prétendent qu'il n'est pas suffisamment expérimenté pour ce poste. En tout cas moins expérimenté que ne pouvait être Monsieur Reznikov. Ça, j'en sais rien. Maintenant, sur la relation entre les Tatars de Crimée jusqu'à 2014 avec le centre, enfin l'ancien centre, euh, je dirais que d'une manière générale, la péninsule de Crimée avait été un petit peu oubliée dans les plans de développement et dans les plans de développement économique des régions d'Ukraine par le centre, puisqu'il y avait toujours la suspicion que c'est une zone un peu irrédentiste et que par conséquent, si on investissait un peu trop dedans, enfin si Kiev investissait un peu trop dedans, bah, c'est de l'argent qu'il pourrait ne jamais revoir, puisqu'il y avait toujours cette suspicion quant à, disons, la loyauté d'une manière générale, hein, de la population de la presqu'île. Les Tatars faisaient probablement exception, parce qu'ils étaient considérés comme un peu plus loyaux probablement à l'égard de Kiev, eu égard à leur histoire, et si on remonte à l'époque soviétique, avec les déportations, etc. Mais
Voilà, alors dire que la nomination d'Oumarov, c'est un clin d'œil à la Crimée, aux Tatars de Crimée, peut-être. Alors Oumarov, c'était quelqu'un qui était quand même assez actif dans ce que les Ukrainiens ont appelé la plateforme criméenne, hein, qui a été créée un an, on va dire, avant le déclenchement du conflit, hein, globalement, et qui s'était réunie à l'été 2021 pour la première fois. L'idée étant, à travers ce format promu par Zelensky, de créer un moment un peu international, une espèce de plateforme internationale en vue de créer un agenda, créer une dynamique autour d'un agenda pour ramener la Crimée dans le giron ukrainien. Parce que je rappelle que les Ukrainiens disent qu'il s'agit d'un territoire temporairement occupé maintenant, hein. On ne parle pas de territoire annexé en Ukraine, on parle de territoire temporairement occupé. Bon. Donc ils avaient créé cette plateforme-là en vue de voilà, de créer une enceinte dans laquelle on va discuter des modalités, de comment on va faire pour voilà, un jour, je ne sais pas quand, ramener la Crimée dans le giron ukrainien. Bon, et Oumarov avait un rôle important dans cette plateforme-là. Bon, je ne pense pas qu'il faut non plus surestimer le facteur ethnique ou autre. Par contre, le fait qu'il soit musulman peut éventuellement servir dans les relations avec le Sud global pour voilà, faire de la diplomatie peut-être un petit peu plus fine à l'endroit des pays musulmans. Est-ce que ça affaiblit pas aussi un peu la portée comment, notamment qui a été réaffirmée par le président Poutine sur le côté nazi des invectivations, où il y a eu des mots assez étonnants quand même sur les promoteurs étrangers qui ont placé un juif à la tête et là, lui faire des mères musulmans. Est-ce que tout ça a est-ce que déjà ce discours a une portée sur l'opinion publique russe? Et est-ce que ce type un peu de contre-exemple peut amener quelque chose de différent? Alors, sauf que chronologiquement, Omarov a d'abord été nommé, et puis effectivement, les commentaires de Poutine est arrivé là après. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il a commenté avant la nomination de Doumarov, c'est l'inverse. On a su qu'Oumarov prenait ce portefeuille. Puis effectivement, le président Poutine a fait un commentaire. Alors, j'ai plus la formulation exacte en tête, mais en gros, c'est de dire il y a un juif ethnique à la tête de l'Ukraine dont on se sert pour couvrir les agissements de bataillons néo-nazis en Ukraine. Dire que voilà, en gros, en gros, c'est un peu ça l'idée de son commentaire. Bon, le récit autour du néonazisme, de la dénazification, etc. D'ailleurs, je note que l'aspect dénazification, on l'entend un petit peu moins dans les déclarations des responsables russes, alors que l'aspect démilitarisation, hein, vous savez, c'était des objectifs très généraux qui étaient posés, hein, pour l'opération militaire spéciale. Autant la démilitarisation revient quand même très régulièrement dans les commentaires, en tout cas, on l'entend beaucoup. Autant la dénazification, on entend quand même beaucoup moins parler. Premier élément. Et deuxième élément, j'ai quand même le sentiment que ça reste relativement structurant dans le mainstream russe, hein. Le nazisme, le néo-nazi, les bataillons, etc. C'est remonté, il y a eu un petit pic cet été avec l'histoire des Azov, hein, qui ont été relâchés par les Turcs. Donc ça, évidemment, ça a remis, entre guillemets, une pièce dans la machine. Et ça a réalimenté un petit peu ce récit-là autour de l'Ukraine nazifiée, etc. Bon. Donc, je pense que c'est quelque chose qui porte quand même d'une manière générale. Après, évidemment, si on segmente les populations, la géographie, etc., je pense qu'on aura des surprises. Je pense sur une ville comme Moscou, Saint-Pétersbourg, probablement que les gens savent à quoi s'en tenir ou savent relativiser certaines choses. Probablement qu'ailleurs dans les régions, ou en tout cas sur certains types de populations plus spécifiques, et en fonction de la consommation qu'ils ont de l'information, à travers quels canaux, la télé, la radio, etc., probablement que ce récit porte beaucoup plus. Euh, voilà. Merci beaucoup, tous ces éclaircissements. On va passer maintenant la parole à Arnaud pour des questions plus politiques et économiques. J'imagine que tu vas nous parler des élections. On a déjà un certain nombre de questions. Et donc, on va te laisser les développer. On verra si les questions sont encore à l'ordre du jour ou pas, si tu auras répondu. Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques mots d'économie avant d'en arriver à la politique et aux élections locales et régionales de cette fin de semaine. Quelques chiffres. L'indice PMI pour les services qui s'établissait à 57,6 en août, ce qui est un niveau très élevé et ce qui marque une nette accélération par rapport au mois de juillet. Fin juillet, on était à 54 points.
S'agissant des activités manufacturières, il y a là aussi une hausse, mais un peu moins spectaculaire. L'indice s'élève à 52,7. Par ailleurs, c'est lié à cette première nouvelle quelque part, les autorités qui s'inquiètent d'une surchauffe et plus spécifiquement de l'émergence d'une bulle immobilière. Et elles s'apprêtent donc à durcir les conditions d'accès au crédit hypothécaire. L'une des dispositions reviendrait à relever l'apport minimal requis à 20% contre 20% de la valeur du bien acquis, contre 15% à ce jour. Un sondage effectué par le très sérieux Institut Gaïdar qui révèle que 72% des entreprises russes préféreraient se fournir en équipement en Europe de l'Ouest. Et 80% des répondants disent être confrontés à l'absence totale d'équivalent russe aux machines dont ils ont besoin. On a parlé du rouble ces dernières semaines et on en a reparlé lundi. Eh bien, la Banque de Russie a annoncé vouloir vendre pour 2,3 milliards de dollars en devises, de devises en septembre. C'est un volume 10 fois supérieur à la moyenne de ces derniers mois. Et cette mesure est censée limiter la volatilité du rouble, qui a de nouveau baissé début septembre après le rebond consécutif au relèvement du taux directeur de la Banque de Russie. On est de nouveau à 95 pour un dollar et à peu près 105 pour un euro. Enfin, et c'est un problème important que je n'avais peut-être pas assez souligné d'ailleurs lors du précédent briefing, on en avait parlé, mais c'est quelque chose qui monte et qui risque de s'exacerber en fonction des décisions politiques qui seront prises ou pas. La question du chômage, ou plutôt des tensions sur le marché du travail. Hier, le ministre du Développement économique, Maxime Réchevnikov, a déclaré que le niveau historiquement bas du chômage, qui est à 3% aujourd'hui, était, je cite, un frein et non pas un plus. Il a ajouté que c'était un défi systémique sérieux. Une étude réalisée par la Haute École d'économie de Moscou, qui a été publiée ce matin, met en évidence que 20% des employeurs étaient confrontés à un manque de personnel. D'autres enquêtes sur le même sujet montrent des chiffres plus élevés, de l'ordre de 30 à 40%. Donc il y a d'ores et déjà un problème de disponibilité de main-d'œuvre qui s'est aggravé récemment en raison du dévissage du rouble. On sait qu'une partie des migrants centra-asiatiques ne sont pas revenus ou sont rentrés en Asie centrale, peut-être provisoirement, car le taux de change du rouble est évidemment peu intéressant aujourd'hui, bien moins qu'il l'était évidemment l'année dernière. Donc, entre les 300 000 mobilisés, les personnes qui ont quitté le territoire russe, alors certes, beaucoup continuent à travailler à distance, hein, et une contraction de la main-d'œuvre immigrée, eh bien, il y a de vrais problèmes dans certains secteurs, notamment industriels, mais aussi les services. On sait par exemple qu'à Moscou, par exemple, les restaurants, les bars se plaignent de ne pas pouvoir recruter. J'en viens aux questions plus politiques et sociétales, avec une nouvelle assez, je ne sais pas quel qualificatif choisir, croustillante, sidérante, étonnante ou pas d'ailleurs. Le général Konstantin Ogienko, qui commande la première armée de défense antiaérienne, qui est en charge de la protection de la capitale russe, a été interpellé dans le cadre d'une enquête qui porte sur des malversations financières liées à des ventes de terrains militaires dans la région de Moscou. Autre nouvelle, Andrei Kourchine, qui animait ces derniers mois une chaîne Telegram, a été interpellé en fin de semaine dernière et il sera poursuivi pour outrage aux forces armées de Russie. Deux sondages. Le premier du centre Levada, qui nous dit que 62% des Russes estiment que leur pays va dans la bonne direction, contre 24% qui pensent le contraire, 62 contre 24. Le deuxième sondage que je vais évoquer aujourd'hui était réalisé par le FTSIOM. 67% des répondants disent soutenir le tournant vers l'Est,
Mais, c'est important, ils ne sont que 48% chez les 18-24 ans, mais, deuxième mais, les 18-24 ans sont évidemment une classe d'âge peu nombreuse au sein de la société russe. Enfin, et j'en arrive au sujet des élections, on a enregistré en fin de semaine dernière le retrait pour raison de santé officiellement de Sergei Sokol, de la course à l'élection, course au poste de gouverneur de Khakhassie en Sibérie, ce qui signifie probablement que M. Konovalov, gouverneur sortant, qui avait été élu, je le rappelle, contre le candidat du pouvoir en 2018, Konovalov représente le Parti communiste, eh bien, il devrait être reconduit. Il avait, d'après les sondages, de bonnes chances de battre le candidat du pouvoir qui était député à la Douma d'État et qui avait combattu dans le Donbass. Donc un souci de santé qui peut-être enlève une épine du pied du Kremlin. Je pense que ce sera la seule surprise des scrutins de vendredi, samedi et dimanche. Vous savez que les élections se tiennent sur 3 jours. 17 gouverneurs sont concernés. Il y a également des élections aux assemblées régionales, à d'autres échelons locaux. L'une de ces élections concerne Moscou, où le maire sortant, M. Sobyanin, est donné très largement gagnant, avec des candidats, 3 candidats qui devraient réunir entre 5 et 10%. L'un d'entre eux, pour la petite histoire, je ne suis pas sûr d'en avoir parlé, donc je l'évoque, est un Zyuganov. Zyuganov, non pas junior, mais petit-fils du leader du Parti communiste. Certains y voient un début de népotisme ou un début de dynastie. En tout cas, la tendance qui s'esquisse, c'est la reconduction massive et dans de bonnes conditions, très éloignées de ce qu'on avait vu en 2018 après la réforme des retraites, hein. Il y avait eu de vraies surprises, plusieurs gouverneurs battus. Là, de la vie générale, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. Merci. Y a-t-il d'ailleurs des consignes des rares partis d'opposition sur une attitude à adopter un vote contre tous les partis ou je ne sais quoi? Parce qu'on ne semble pas qu'on a entendu parler de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un conseil qui a été donné ou est-ce que c'est complètement laissé tel quel? Alors, les partis représentés à la Douma d'État, de façon générale, présentent des candidats avec parfois des spécificités. On sait par exemple que voilà, les communistes ont un quota, un petit quota, les Russie unie également, pardon, Russie juste également. Donc, dans certains cas très particuliers, certains partis ne présentent pas de candidats. Mais de façon générale, il y a un candidat communiste, il y a un candidat à Moscou, par exemple, représentant les gens nouveaux, Nowe Люди, qui était assez visible d'ailleurs, campagne assez visible ces dernières semaines. Ce à quoi tu fais référence, je pense, c'est le fameux vote intelligent qui avait été promu par Alexei Navalny il y a quelque temps. Ça ne semble plus d'actualité et les partisans de Navalny, ou ceux qui restent, sont évidemment très discrets. Donc, on se consacre à un vote bête, c'est ça? Bien, et il y a plusieurs questions, notamment alors sur Sobyanin. Donc, pour notre auditeur régulier que nous saluons vivement, il n'a pas de doute sur sa réélection. Sa question, c'est son importance dans la galaxie du pouvoir russe. Figure-t-il dans la liste des possibles successeurs de Vladimir Poutine? On en avait déjà un peu parlé et tu nous avais indiqué une des raisons essentielles pour laquelle il ne serait pas là, c'est qu'il a le même âge que Poutine en réalité. Alors, pas tout à fait, hein. Sobyanin est de 58, il vient d'avoir 65 ans. Je rappelle que Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952, donc il y a 6 ans de différence entre eux. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas non plus très spectaculaire. Sobyanin coche plein de cases en réalité, hein. Et d'abord, avant l'élection de Vladimir Poutine en 2000, il était à la tête d'une région importante, très importante, stratégique, la région de Tiumén, qui fournit l'essentiel des revenus pétroliers
du pays. Il a ensuite accompagné Vladimir Poutine à l'administration présidentielle, au gouvernement, à la Maison-Blanche lorsque Vladimir Poutine était Premier ministre. Et puis, en 2010, il a été nommé par Medvedev à la mairie de Moscou en remplacement de Yuri Louchkov. Ce n'était pas une mince affaire que de succéder à ce maire très charismatique qui avait des réseaux très puissants et qui avait été un personnage politique de premier plan en Russie, bien plus qu'un maire de la capitale. Depuis, Moscou a beaucoup changé, et en bien, il faut le dire. Alors certains diront que Sobyanin a peu de mérite, que l'argent afflue dans la capitale, c'est pas tout à fait faux. Et en même temps, il faut bien admettre que la transformation de la ville est très spectaculaire, son expansion se poursuit, elle est financièrement bien gérée, ce qui n'est pas le cas partout. Je parle des capitales mondiales. Et Moscou, c'est pratiquement 15 millions d'habitants. Et si on rajoute la région de Moscou, alors qui n'est pas gérée directement par Sobyanin, il y a un gouverneur de ce qu'on appelle la région de Moscou, mais en réalité, c'est une grande conurbation. Oui, c'est le cœur de la Russie, ça pèse financièrement très lourd, c'est un réseau de transport, c'est les investissements. Voilà. Alors évidemment, les choses ont beaucoup changé avec conflit en Ukraine, les sanctions, reste que la ville reste euh, voilà, en pointe dans les transformations économiques, c'est là qu'est basé le pouvoir, et donc le maire de Moscou, de fait, joue un rôle important. Sobyanin a la confiance de Poutine. Récemment, le président s'est rendu à l'inauguration d'une gare, transport fluviaux, il y a aussi, je crois, une gare. Donc oui, Sobyanin fait partie de ces dirigeants, mais il a plus de pouvoir qu'un ministre, ça c'est sûr, qu'un ministre fédéral, bien plus. Il a un accès direct à Poutine et il gère des dossiers d'importance stratégique. Euh, En termes d'influence, on peut le mettre, et d'ailleurs Poutine l'a fait implicitement sur le même plan que le Premier ministre. Je rappelle que la gestion de la crise du Covid, elle a été assurée conjointement par le Premier ministre et par le maire de Moscou. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc son niveau dans la hiérarchie du pouvoir, elle est là en réalité. C'est l'équivalent en termes d'influence de Premier ministre. Et il a un avantage par rapport à Mishustin, c'est qu'il connaît Poutine de très longue date. Donc, est-ce que ça en fait un successeur potentiel? On va d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a une succession? C'est quand même la première question. À mon avis, c'est pas en 2024. Je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant ça. Donc, est-ce que ce sera 2030? Est-ce que ce sera avant? 2036, personne n'y croit. Tout dépend en réalité de ce que veut faire Poutine et des circonstances. Et je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que Poutine sait ce qu'il veut faire? Dans quelles conditions il veut transmettre le pouvoir? Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Est-ce qu'il a des idées sur à qui pourrait le transmettre? C'est quand même probable. Mais le calendrier dépendra pour l'essentiel, de la suite des événements en Ukraine. Euh, Tant que le conflit se poursuit, ça paraît très improbable qu'il quitte le Kremlin, sauf à imaginer une défaite totale du pays. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable, loin de là. Donc, Sobyanin, à mon avis, va être réélu donc dimanche. Est-ce qu'il peut prétendre à d'autres fonctions que celle de maire de Moscou ou de président de Russie? Je suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup, hein. Être Premier ministre, c'est quand même beaucoup de complications, gérer des situations très difficiles. Finalement, maire de Moscou, on est influent, on a prise sur des dossiers importants, et peut-être sans les inconvénients politiques d'un poste de Premier ministre, par exemple. Merci de ces éclaircissements. Alors, on a deux questions qui sont plutôt liées à ta première partie économique. Euh, la première, c'est quand tu parlais des industriels russes qui souhaitaient continuer à acheter des machines-outils ou autres en Europe de l'Ouest et qui ne trouvaient pas l'équivalent en Russie.
est-ce que ça veut dire en creux qu'ils ne trouvent pas non plus l'équivalent ailleurs? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du remplacement chinois ou autre, mais est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'il y a des possibilités quand même? Non, ce n'est pas un mirage, il y a des possibilités. Alors évidemment, il faut regarder produit par produit, industrie par industrie, mais globalement, il y a souvent des produits qui conviennent plus ou moins, j'imagine. Mais ce n'était pas le sujet du sondage. Le sujet de sondage et la réponse la plus intéressante, c'est quand même que spontanément, les acteurs économiques, en tout cas ceux qui ont été interrogés, ils sont nombreux et l'enquête est sérieuse, euh, évoquent la coopération industrielle avec l'Europe de l'Ouest. Et ça fait écho à un autre sondage, j'ai ensuite plus loin, sur le tournant vers l'Est, voilà, chez les jeunes. Donc, il y a très clairement des segments où il n'y a pas de substitution possible, donc peut-être des stratégies de contournement. On peut penser que dans beaucoup de cas, les Chinois sont un plan B ou un plan C. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que beaucoup d'acteurs industriels russes souhaiteraient un retour à la situation d'avant le 24 février, en tout cas renouer des coopérations industrielles avec les Européens de l'Ouest, ce qui, en tant que chambre franco-russe, doit plutôt nous encourager. Tout à fait. Donc, ça veut bien dire, parce je pense qu'il y avait beaucoup de craintes dans les communautés étrangères, notamment, et françaises ou autres, c'est justement que du fait des sanctions et du fait de la situation où cette coopération a été stoppée, qu'à l'issue de ces événements qui vont bien se finir un jour, on ne retrouve pas les mêmes niveaux parce que justement des habitudes auraient été prises ailleurs. Alors là, ce que tu nous dis, c'est il y a toujours la même appétence de coopération avec l'Europe de l'Ouest. Pour l'instant, mais je pense que le temps joue contre une restauration des coopérations. Il faut en être conscient aussi. Et alors, dernière question, ça fait allusion à ce que tu disais sur la main-d'œuvre et sur justement les travailleurs immigrés des centrales qui ne viennent plus ou qui repartent. Vers quel pays se dirige ou pourrait se diriger les travailleurs immigrés des centrales? Est-ce qu'ils ont des zones qui seraient demandeuses de main-d'œuvre? Il y a des marchés qui cherchent de la main-d'œuvre? C'est pas évident du tout en réalité, hein. On sait qu'une partie mais ce ne sont pas forcément les mêmes profils, ni les mêmes volumes, si j'ose dire, hein. Il y a une partie de travailleurs immigrés qui regardent le marché turc, où il y a plus d'Azerbaïdjanais hein, que de Tadjiks ou d'Ouzbeks. C'est une option, mais c'est pas la même. Encore une fois, le marché turc, c'est pas le même volume, c'est pas les mêmes habitudes. Et si la plupart de ces peuples, hormis les Tadjiks qui sont personophones, font partie de la grande famille turque, le turc parlé en Turquie ressemble évidemment beaucoup à la langue parlée en Azerbaïdjan, mais pas forcément beaucoup au kazakh ou à l'ouzbek. Enfin, c'est la même famille, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc il y a des problèmes d'adaptation réels, cas échéants. Donc bon, les pays plus au sud, ce n'est pas très réaliste. Pakistan, Inde, la Chine non plus. Donc non, c'est à tel point, on s'en souvient que lors de la crise du Covid, hein, lorsque une très large partie de ces travailleurs immigrés d'Asie centrale avaient dû rentrer, on voyait monter un problème majeur de stabilité sociétale et stabilité financière en Asie centrale. Donc non, la Russie est vitale en réalité pour beaucoup de ces pays, en particulier le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, dans une certaine mesure aussi l'Ouzbékistan. C'est moins le cas pour le Kazakhstan. Le Turkménistan, c'est très particulier parce que ce pays est quand même très fermé. Merci beaucoup. Alors, avant de finir, je vais repasser la parole à Igor parce qu'on a eu quelques auditeurs qui ont vu passer sur les réseaux sociaux une intervention en 3 points qui était très intéressante. Est-ce que tu peux nous parler est-ce que c'est un nouveau produit? Comment on s'abonne? Comment on le consulte? Enfin, tu veux nous parler de ça? Oui, alors effectivement, c'est un format qu'on a déjà exploré régulièrement à l'Observatoire, qui est le format 3 questions A. Quand on avait des invités de passage, ça nous arrivait de leur poser des questions en vidéo ou par écrit, hein. Alors là, en l'occurrence, c'est une vidéo qui a été mise en ligne hier où je reviens
sur ce qui s'est passé lundi à Sochi, sur ce qui s'est pas passé lundi à Sochi. Donc, je vous invite à trouver une douzaine de minutes dès que vous pouvez, aujourd'hui, demain, vous connecter sur YouTube de la CCI ou aller sur la page Facebook de l'Observatoire ou le Twitter de l'Observatoire et à retrouver cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la rencontre Poutine-Erdogan à Sochi, puisque j'ai l'occasion en une bonne dizaine de minutes de développer les principaux points, en tout cas plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un format qui n'est pas véritablement nouveau, qui est réactivé et que nous allons poursuivre puisque nous ferons 2 vidéos par mois. Donc en plus de nos briefings, hein, là on parle de vidéos de l'Observatoire, 3 questions à Igor ou à moi sur des sujets précis. Donc la balle est dans mon camp et je pense que dans les jours qui viennent, ce sera à mon tour de me poser 3 questions. Voilà, et donc ce sera bien entendu dès que ces modules apparaîtront pendant les briefings, on en fera la publicité et puis je pense que nos services de communication passeront régulièrement justement l'information pour que vous puissiez vous connecter rapidement. C'est complémentaire du briefing, c'est des choses approfondies, c'est très intéressant, donc je vous conseille vivement de consacrer quelques minutes à entendre l'avis de nos spécialistes. Merci encore une fois de votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube, à partager ces vidéos, que ce soit le briefing ou que ce soit justement les 3 questions A. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus qui sont toujours utiles pour notre référencement. Et donc, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À jeudi prochain. Tenez bon.